Donc aujourd'hui, je suis le directeur d'un festival de musique électronique qui a rassemblé 75 000 personnes l'été dernier, qui regroupe à peu près 120 bénévoles et qui fait un chiffre d'affaires d'à peu près un demi-million d'euros. Et ça, c'est à côté de mon activité professionnelle, bien sûr. Donc c'était pas gagné. C'était pas gagné puisqu'on a commencé par... Alors, tu disais Alex, sans l'aide des institutions. C'est vrai, mais avec leur accord. Je sais pas si... Combien déjà c'est grand. Voilà. C'est grand. Alors après, on pourra critiquer si tu veux plus tard, est-ce qu'on a besoin de l'accord pour l'espace public et des trucs comme ça. Mais bref. Et donc on a... C'est son côté gilet jaune. On a lancé un festival dans le jardin public. Bonjour. Donc, comment on fait pour lancer un festival dans un jardin public? On nous explique que c'est pas fait pour ça au début. Et nous, on a la volonté chez Bordeaux Open Air de dire que la musique ça rassemble et qu'il y a un grand besoin d'être ensemble. Ce que je vous raconte, ou ce que je vais vous raconter aujourd'hui, je le fais aussi en pensant à ceux qu'on a perdus en route. Et notamment, moi, il y a plein de gens qui m'ont aidé pour ce projet, certains qui sont là. Il y en a un qui est plus là, qui s'appelle Thomas Ayad et qui organisait le concert au Bataclan. Et j'oublie pas. Donc il y a grand besoin d'être ensemble, et la musique ça rassemble. Et nous c'était un peu ça notre argument quand on a créé Bordeaux Open Air. Donc Alex, tu disais tout à l'heure, effectivement, c'est une cofondatrice, je travaille avec Camille Cabiro. Et j'ai eu bien raison de la choisir puisque la première réunion à la préfecture pour la sécurité du festival, quand elles sont arrivées, ma chargée de production Lorraine et Camille, la cofondatrice du festival, qui fait la production du festival et toutes les questions de sécurité, on leur a demandé où était l'organisateur. Et en l'occurrence, c'est plutôt elle qui organise le festival. Moi, j'ai créé la marque, je construis son développement et sa programmation. Mais les jours J, quand vous venez chez nous et que vous êtes en sécurité, alors qu'on accueille 18 000 personnes dans le jardin public, c'est grâce à elle. Donc comment m'est venue l'idée? J'ai voyagé, je suis allé à Nantes, et j'ai passé un dimanche après-midi une fois avec plein de gens de plein de couleurs et plein d'âges différents, en train d'écouter de la musique de manière gratuite. Et je me suis dit que ça manquait sacrément à Bordeaux. Et donc, du coup, j'ai posé la question. Comment? Tu es nantais? Pas du tout, je suis bordelais. Tu es bordelais. Mais à Bordeaux. De Saint-Augustin. J'ai voyagé un petit peu. Ouais, alors j'ai un profil pas mal. J'ai fait une école primaire à Saint-Augustin où j'ai pas appris à avoir le petit doigt en l'air, mais pas très loin. Et puis après, je suis allé à Henri Brisson, qui est un collège en ZEP à Talence. Donc là, mon pote Mohamed, à qui on disait Mohamed, tu prends la porte, il se levait, il prenait la porte. Voilà. Et après ça, j'ai voyagé un petit peu. J'ai fait mon lycée à La Rochelle. Je suis parti 1 an aux États-Unis pour repartir un peu voir le monde. Je suis rentré, j'ai fait mes études à Bordeaux et j'ai fait ma licence en Californie à Berkeley. Je suis rentré bien. Voilà. Donc je vis à Bordeaux depuis 5 ans, même si j'ai voyagé un petit peu. J'ai vécu en Espagne aussi. Bref. Donc l'idée c'était de se dire comment on fait pour être ensemble à Bordeaux, dans un parc. Je suis rentré à Bordeaux, personne n'avait pour projet de le faire. Et c'est là où, un peu inconscient, on s'est dit tiens, et si on devenait la bande de jeunes qui bossent le dimanche l'été, histoire de... Voilà. C'était pas la concurrence. Hein. Exactement, on n'était pas sûr d'être bon en com, donc on s'est dit on va prendre le moment où tout le monde est dispo. Non, plusieurs choses. Le pourquoi du comment de ça, c'est vraiment l'idée d'être ensemble. Et moi j'ai grandi dans des cercles où il y avait des adultes créatifs, c'est toujours un peu des enfants qui ont survécu, il paraît, et vice-versa, j'imagine. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir être ensemble. Et après, je ne pense pas me tromper, la musique électronique, aujourd'hui, elle est lourde de clichés, un petit peu comme l'opéra, dans son style. Et nous, on voulait défendre ça aussi. Et ce qui est rigolo, c'est que la première fois que j'ai parlé du festival à elle m'a demandé quand est-ce que j'allais faire un truc de ma vie. Quand 2 ans après, j'avais une lettre signée de Jack Lang qui disait que le festival appartenait au patrimoine français de la culture. Bon, elle m'a dit ok. Voilà, donc je suis content, j'ai pas dû aller jusqu'à Barack Obama, mais c'était pas loin. Voilà, après sur le pourquoi, du comment et tout ça, ce qui est sûr, c'est que quand on s'est dit tiens, on pourrait faire des dimanches après-midi
de musique électronique, on ne pensait pas, 3 ans après, dire voilà, on a accueilli 75 000 personnes, on en était. Donc c'est quand même un peu un truc qui a grandi bien plus vite que nous, au début. Donc il a fallu prendre un petit peu des hormones de croissance. Et ça, c'était pas facile. Après, l'idée de l'engagement et de pourquoi on a voulu faire ça, il y a plusieurs choses. Je crois que souvent, l'idée d'y aller, c'est aussi de lever des stéréotypes, et je crois qu'on pourra peut-être l'entendre aussi ce soir plus tard sur d'autres sujets. Mais nous, on avait marre que cette musique électronique, elle soit vraiment stigmatisée, alors qu'en fait, pas du tout. Moi, je viens du jazz à la base, j'ai découvert la musique électronique comme ça, et donc quand on me parle d'un truc qui se vit... je suis directeur d'un festival de musique électronique, je suis DJ, et je ne suis jamais allé dans une rave dans les bois, à 30 km de Bordeaux, prendre des cachets. Plutôt du genre à écouter Grover Washington en buvant mon thé, jeudi soir. Je sais que ça fait pas très... voilà. Ça m'a pas empêché de mixer à La Rochelle entre 2 partiels à Bordeaux il y a quelques années, ou des trucs comme ça. Bref, après l'idée, je crois aussi, qui nous a porté avec ce projet, c'était de se dire comment on se sert de nos cerveaux pour faire un truc où on se sent libre et utile. Et de ça est né aussi le côté gratuit du festival. L'argument depuis le début, c'est de rassembler et que tout le monde puisse constater à quel point on est bien ensemble. Et ça, c'est un travail qu'on continue de faire et de protéger parce que c'est vraiment pour nous en fait l'ADN du festival. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, ce fameux festival, je sais pas si quelqu'un est déjà venu au jardin public par exemple, levez la main. Voilà. Pour le festival. Pour le festival. Ah ouais. Alors, vous pouvez pas me foncer. En général, quand il est là, on se rend compte. Je sais pas le nom. J'espère que ça ne nous disqualifie pas. Non, ça nous disqualifie. Mais ce qui est rigolo, c'est que souvent les gens ils dormaient. Il y avait des familles, Ouais, il y a de tout. Il y a tout. Il y a de tout. Il y a même des masseurs si tu veux. Il y a même des masseurs, effectivement. Donc, c'est chouette. ouais, bah mais ce qui est rigolo, c'est que en fait, c'est difficile de vous le décrire tant que vous l'avez pas vu, parce que les gens, quand on leur dit ouais, il y a des familles et tout ça, ils nous disent ouais, c'est de la conne. Et je suis là, bah. C'est tous les ans? Ouais, c'est la troisième année, ce sera. 105 000 personnes en 3 ans. 115. 115. 15 000, 24 000, 75 000 en 3 ans. 1500 personnes, c'est le premier événement qu'on organise. Il faudrait que ça s'arrête parce que vraiment il y a beaucoup trop de monde. On peut plus s'asseoir sur les pelouses quoi. Ça marche autour comme ça. Le jus d'orange, Il y a plusieurs lieux. Ouais. Ah, il faut le faire peut-être. Il faut changer de jardin public. Ah, mais écoutez, on vous accueille avec plaisir pour les concerts d'ingénierie événementielle, bien sûr. Mais ce qui est important pour nous, pourquoi on le fait comme ça? Quand on veut lever des stéréotypes, faut ou prendre tous les risques ou en prendre peu pour moi. Du coup, il y a des côtés sur lesquels on prend tous les risques. Typiquement, c'est de dire allez, on fait venir que des DJ du monde entier, puis on verra bien ce qui se passe. Et après, il y a des trucs où on prend peu de risques. Et dans prendre peu de risques, il y a organiser des événements courts l'après-midi. Ça nous libère aussi de beaucoup de risques de gestion. Et évidemment, quand on est contre un festival de musique électronique, le premier truc qu'on a hâte de faire, c'est de constater le nombre d'overdoses et de comas éthyliques. Total de 0 cette année. Donc on a dû faire quelques déçus. Une bagarre en 3 ans. Donc c'est vous dire si c'est un lieu dangereux quand vous êtes au festival. Voilà. Après, sur comment on fait pour manager 120 bénévoles et des événements qui pèsent jusqu'à 70 000 € par dimanche. En fait, on n'a pas le choix. Et donc, quand on n'a pas le choix, il faut se retrousser un petit peu les manches. Après, je crois aussi qu'on se défend beaucoup de quelque chose, et on va peut-être en débattre, mais moi je dis toujours à mon équipe, on a la charge de me prouver à ceux qui ont encore des doutes que être jeune, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça peut même vouloir dire être en avance. Et ça, c'est important. J'aime bien rappeler aussi, il me semble que c'est une phrase de Cicéron. Je sais plus si c'est lui, ou Homère, mais je crois que c'est lui, c'est sûr. Il disait, je n'ai aucun espoir pour cette génération qui vient après moi, elle ne passe son temps qu'à faire la fête, et notre monde court à sa perte. C'était en moins 250 avant Jésus-Christ. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, et après, je défends aussi beaucoup le fait que la fête doit faire partie de nos cultures et de nos sociétés. C'est important ces moments où on se libère un petit peu.
Donc quand je dis qu'on se libère un petit peu, il y a évidemment avec modération, mais vraiment voilà, cette idée pour nous c'est de porter le rassemblement, le porter d'une manière moderne, et ça je crois construire quelque chose qu'on souhaite que les Bordelais s'approprient au sens qu'ils en soient fiers. Et donc nous on réfléchit souvent quand on développe le festival à comment on continue à porter ça pour qu'il ressemble à ce qu'il est, c'est-à-dire un festival bordelais. Et donc dans ça, il y a l'ouverture sur le monde, il y a Bordeaux, port millénaire. Et donc assez logiquement, quand on a développé le festival, on est passé d'une programmation avec que des DJ bordelais puis que des DJ français, et après on allait chercher que des DJ internationaux. Mais au lieu de rentrer dans une espèce de guerre du plus gros plateau artistique, on a décidé de défendre ce que Bordeaux est pour nous. Et pour nous, Bordeaux, c'est une ville d'accueil. Et donc, on voulait inviter le monde entier. Alors, c'est un peu compliqué d'inviter le monde entier. Après, on n'a pas toujours peur des trucs compliqués. Moi, ce que j'aime bien avec les trucs compliqués, comme je dis à mon équipe, c'est qu'en général, ils sont possibles. Même si ça prend un peu de temps. Et donc, dans ça, voilà, l'année dernière, on décide d'inviter 8 villes. Alors, je ne sais pas le citer, il y avait New Delhi, il y avait Buenos Aires, il y avait Casablanca, il y avait Londres, il y avait Hambourg. Et dans ça, c'est vraiment grandir en s'oubliant pas. Et ça aussi, je crois que c'est quelque chose qu'il faut toujours garder quand on développe des projets pour un... Alors, je dis pour un territoire, mais sans forcément la connotation politique, plutôt au sens de qu'est-ce que collectivement on porte, qui nous rassemble et ce dont on est fier en fait. Et je crois que l'idée de la Bordeaux ville d'accueil et port millénaire, c'est quelque chose qui nous ressemble à tous et qui nous unit. Et nous, c'est vraiment ça l'idée en fait. C'est le fait qu'à la fin, in fine, on soit dans un parc en train d'écouter de la musique électronique, c'est très bien. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est que nous, avant ça, on fait vraiment ça pour rassembler. Donc la gratuité, donc pas que le jardin public, des lieux, on va pas se mentir, plutôt chez les riches, plutôt chez les pauvres. Donc j'ai pas le même type de plainte au parc Palmer qu'au jardin public. Ça dépend. Bon, bref. Et je crois aussi faire grandir ceux qui viennent et ceux qui travaillent pour ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on entendra aussi avec les deux qui vont me suivre. Moi, j'ai choisi très tôt de vouloir me sentir libre. Et j'ai l'impression que cette société qui nous laisse tous cet espace personnel, bah, des fois, elle prend certaines des libertés et on a l'impression qu'il y a des choses qui sont impossibles, alors qu'en fait, elles sont compliquées. Et de relever ce challenge, en fait, et de réussir à construire alors qu'on n'y croyait pas, bah, c'est vraiment un sentiment de liberté, en fait. Et c'est vrai que nous, on poursuit beaucoup ça aussi. Et moi, aujourd'hui, je ne cesse de m'émerveiller du bien-être que ça procure, que de passer des heures et des heures et des heures à travailler avec des gens qui y croient et qui croient dans ce qu'ils font, et surtout qui vont voir les bénéfices concrets. Nous, aujourd'hui, on connaît des couples qui se sont rencontrés au festival, on connaît des gens qui ont décidé d'emménager à Bordeaux grâce au festival. On connaît des vieilles voisines du jardin public qui se sont rencontrées grâce au festival. Et ça, c'est vraiment hyper important. Oui, parce qu'on organise, s'il y a des riverains du jardin public ou d'un autre événement du Bordeaux Open Air, je le rappelle, on organise des pique-niques pour les riverains avant les événements, aussi pour qu'ils viennent nous voir, qu'ils se rendent compte à quel point on est des extrémistes, dangereux, bien sûr. Voilà, et à quel point on fait bien sûr ça uniquement dans le souci de gêner. Voilà, après sur la réalité financière du festival, nous aujourd'hui on ne vit pas grâce à ça, ou en tout cas c'est pas le compte en banque du festival qui nous permet de vivre. Par contre on a tous construit nos chemins professionnels autour de ça. Aujourd'hui je fais du conseil en communication et pas mal de mes clients je les ai grâce au travail qu'ils peuvent voir sur le festival. Et je crois que ça, c'est aussi un autre sujet. Moi, j'arrive dans un monde où je sais déjà que faire un job 40 ans, c'est pas quelque chose qui m'attire et c'est plus une obligation. Et donc, dans ça, en fait, construire avec ses choix et un peu aussi avec des rencontres et des fois des coups de chance ou de malchance, je sais pas. Et d'avoir cette liberté et ce projet un peu, on va dire, à côté.
ça permet vraiment, ça me permet d'avoir une vie équilibrée, et c'est ça qu'on porte tous dans l'équipe en fait, c'est on est simplement heureux de bosser, on monte tous en compétences, on est tous hyper exigeants. Et voilà, et après je crois qu'il y a aussi ce truc qui nous anime, c'est qu'on a décidé de plus rien attendre pour y aller. Je vais finir sur peut-être d'autres anecdotes, mais récemment j'étais publié dans Stratégie, donc j'ai pas attendu d'avoir pas mal d'années en plus, comme la plupart des gens qui sont publiés en général dans ça, et en fait je l'ai fait pour ça. Et je vous avoue que quand j'ai envoyé ma tribune, qui était un truc assez sérieux, je me suis embêté à traduire et à comprendre, à extraire des chiffres d'une étude américaine d'un cabinet qui s'appelle Edelman, qui est assez connu, qui tous les ans fait une grosse étude sur pourquoi les marques doivent s'engager et pourquoi est-ce que les consommateurs ont besoin d'engagement pour consommer maintenant. Et donc j'ai traduit ça, et voilà, et ce qui est drôle, mais c'est un peu l'image de notre travail, et je crois même si l'exemple nous concerne là, il concerne mon équipe. Quand j'ai envoyé le texte, ils m'ont dit « Ok, le texte est super, envoyez-nous une photo ». Et la seule crainte, c'était qu'ils me répondent « Ah mais non, vous êtes beaucoup trop jeune, ça va pas pouvoir se faire, désolé ». Et en fait, ils n'ont rien dit, et elle était dans les tribunes les plus lues de la semaine sur leur site web. Devant l'annonce d'une bonus de la culture, devant l'annonce des nouvelles stratégies de branding de TF1. Et ça, je crois que c'est vraiment cette conviction avec laquelle je veux vous laisser ce soir. N'attendez pas, essayez. Et il faut se libérer de ces espèces de fausses lois qui nous limitent dans nos ambitions. Même si, je vais faire sourire, mais en étudiant un peu les succès de Martin Luther King et pourquoi il avait rassemblé autant de gens, il a dit une phrase que on comprend différemment, mais il disait il y a des lois qui sont faites par la nature et des lois qui sont faites par les hommes, et tant que ces deux lois ne se font pas en accord, le monde ne sera pas juste. Et moi aujourd'hui, quand on me dit mais putain Flo, comment tu fais pour voilà, je rencontre Jacques Séguéla en janvier bientôt parce qu'il est venu à Bordeaux, je suis allé le voir, je lui ai dit tu peux le rencontrer, il m'a dit oui, et voilà, il m'a donné son numéro, et je le rencontre à Paris, et tout le monde m'a dit mais comment tu fais pour faire ça? Et en fait j'ai eu le choix, et il y a un instant où j'aurais pu me trouver une excuse pour pas y aller, et j'ai préféré trouver un moyen pour le faire, et pour me sentir libre. Et je crois que qui qu'on soit, peu importe l'âge qu'on a, peu importe d'où on vient, les moments où on peut se trouver une excuse ou un moyen, on les croise quotidiennement, tout le temps, toujours. Et moi je me rends compte que plus je choisis le moyen versus l'excuse, et plus je suis heureux, et c'est ce que je vous souhaite. Voilà. Bravo.